Le monde des influenceurs est-il sans foi ni loi? Selma Mansouri, alias la huitième merveille sur les réseaux, est l'une des stars d'Instagram et Snapchat. Elle s'y affiche en diva entre Dubaï et Marrakech, sauf qu'aujourd'hui, elle dort en prison. Elle est mise en examen pour avoir enlevé, séquestré et frappé deux jeunes hommes. Ils auraient été payés pour brûler sa voiture. Elle se serait tout simplement vengée. Comment cette mère de famille de 35 ans a-t-elle pu se retrouver dans une telle situation entre la puissance des réseaux, la notoriété express, les influenceurs basculent-ils dans une violence décomplexée? Tous les coups sont-ils permis comme désinhibés par les réseaux sociaux? Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. On va revenir avec vous évidemment sur tous les détails de cette affaire. Avec nous également Tom Michel. Bonjour, vous êtes avocat. Et vous Bonjour. défendez Selma Mansouri, mais pas que, hein, vous intervenez dans de nombreux dossiers où des influenceurs sont mis en cause ou victimes. On va évidemment reprendre tout cela avec vous dans un instant. Mais d'abord, Justine, on va revenir sur ce qui est arrivé à Selma Mansouri, aujourd'hui donc en prison. Déjà, que dit-elle? Que sait-on d'elle? Parce qu'on la connaît peut-être pas tous. Que sait-on de sa notoriété, de sa vie? Selma Mansouri, c'est une mère de famille de 35 ans. Elle est suivie par plus de 83 000 abonnés sur Instagram, plus de 18 000 sur TikTok. Une communauté qu'on peut qualifier de modeste à l'échelle des réseaux sociaux, mais ça ne l'empêche pas, vous l'avez dit, de se faire appeler la huitième merveille. On parle d'elle comme une influenceuse car elle partage ses tenues, ses sorties, ses voyages. À Dubaï, elle s'est notamment fait refaire les dents. C'est une tendance chez les influenceurs. C'est d'ailleurs cette collaboration avec une clinique spécialisée sur place qui est à l'origine d'une brouille avec un autre influenceur, un homme avec qui elle avait monétisé au départ sur les réseaux sociaux un compte Snapchat, c'est-à-dire qu'ils se partageaient en fait les bénéfices qu'ils tiraient des contenus diffusés sur ce compte. Et donc ça, elle le raconte sur des vidéos. Et cet homme, aujourd'hui, elle dit aussi qu'il est rattrapé par des arnaques. Et à cause de ça, elle aurait perdu de sa crédibilité pardon. Elle a aussi perdu de l'argent. Mais surtout, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a peur pour sa sécurité et celle de ses enfants. Alors à vous entendre, on se dit que c'est elle qui est victime, sauf que c'est elle qui est incarcérée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les faits qu'on lui reproche? Alors les faits, ils remontent au 15 juin. Ce jour-là, Selma Mansouri, elle est chez elle, dans son pavillon à Montigny-les-Cormeilles. C'est dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Elle est en train de cuisiner pour ses enfants. Et là, des voisins l'alertent. Deux jeunes hommes ont été repérés devant son pavillon. Des jeunes hommes qui sont originaires de la commune, une commune à côté, Sarcelles. Et ils ont été repérés avec des cocktails Molotov dans les mains. Et visiblement, ils étaient venus brûler le véhicule de Selma Mansouri. Ils sont repérés, ils prennent la fuite et là, l'influenceuse sort de chez elle. Elle réussit à les rattraper et elle est aidée par plusieurs jeunes hommes de son quartier. Alors c'est là que le calvaire va commencer pour ces deux hommes. Oui, alors la première scène se passe sur un parking. Selma Mansouri est filmée, influenceuse, donc tout va être filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Elle est filmée tout sourire en train de tirer par le col l'un des deux jeunes venus devant son pavillon. Autour d'elle, il y a d'autres jeunes hommes du quartier qui visiblement montent la garde. Ensuite, on voit l'influenceuse s'en prendre au deuxième jeune homme, se moquant de lui, regardez sa tête, dit bonjour à mes 1 million de followers, bébé. L'homme a vraiment l'air apeuré. Ensuite, les vidéos sont plus violentes. Les deux jeunes hommes sont filmés assis sur un banc en vêtus d'un simple caleçon. Ils sont dans un jardin. On voit à l'arrière des jeux d'enfants, un petit toboggan en plastique. Donc on suppose que on est dans le jardin de Selma Mansouri. Et ensuite, ils sont filmés dans une cave. Là, ils sont entièrement nus. Les poignets sont entravés par des serflex. Vous savez, ces liens en plastique blanc. Selma Mansouri leur impose de se mettre à genoux. Elle leur ordonne de s'excuser, de dire pardon. Et elle se lance dans une tirade. Je la cite. Vous savez comment on m'appelle sur les réseaux? La huitième merveille. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde, il ploie les genoux devant moi. Tous les hommes, surtout avec des petits zizis comme les vôtres, bande de... Qu'est-ce qui va arriver à ces deux jeunes hommes ensuite? Les deux jeunes hommes, donc ils sont
humiliés, ils vont être aspergés de gaz lacrymogène, ils vont être frappés violemment, ils sont passés à tabac à l'aide d'une canne de billard. Ils vont finalement réussir à s'enfuir, ils vont se rendre à l'hôpital et là, on va leur délivrer 4 jours d'ITT. Ils vont porter plainte et aux enquêteurs, en fait, ils vont raconter qu'ils ont été recrutés par un commanditaire sur les réseaux sociaux. On leur a proposé 300 € chacun pour aller incendier le véhicule de la propriétaire du pavillon dont on a donné l'adresse. Mais eux, ils disent qu'à aucun moment, ils n'ont su qu'il s'agissait de l'influenceuse. Et d'ailleurs, ils disent qu'ils ne connaissent même pas la véritable identité du commanditaire. Pour ces faits-là, en tout cas, il y a une autre enquête qui est ouverte en parallèle. Alors on le rappelle, hein, Selma Mansouri a été placée en garde à vue avant d'être mise en examen. Les différents chefs de mise en examen, enlèvement et séquestration, violence aggravée, vol avec arme, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. C'est tout ce que vous venez de nous raconter à l'instant. Que dit Selma Mansouri aux policiers, aux enquêteurs? Elle reconnaît tout. Là-dessus, elle est, honnête, elle reconnaît toutes les violences. Elle dit, je la cite, qu'elle a pété les plombs et là, elle va raconter que, depuis, plusieurs mois, elle est, victime de harcèlement, notamment, de la part de cet autre jeune influenceur dont je vous parlais, au début. En décembre dernier, elle a d'ailleurs, porté plainte pour une agression devant, son domicile, une agression où elle a été, frappée par 2 individus. Et donc, comme commanditaire de cette nouvelle agression du mois de juin, du 15 juin, elle va désigner donc son ancien collaborateur, cet ancien ami, et donc elle va le désigner comme le commanditaire, celui qui aurait payé les 300 € pour que les 2 jeunes hommes viennent brûler son véhicule. Et donc Salma Mansouri, vous l'avez dit, elle a été mise en examen et elle est placée en détention provisoire depuis cette date. Merci beaucoup, Justine. Maître Tom Michel, je rappelle que vous êtes l'avocat de Selma Mansouri. On est frappé par le récit qui vient d'être fait, par la violence qui vient d'être faite, violence qui justifie qu'elle soit quand même emprisonnée. Elle aurait pu être laissée libre en attente de procès. Ça veut dire que c'est une personne dangereuse? Une personne dangereuse, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les faits qu'elle a commis sont extrêmement graves et elle s'en est excusée immédiatement. Elle a pris conscience, je crois, lors de sa garde à vue, de la gravité de ces faits. Maintenant, sur le placement, en détention, si aujourd'hui elle dort en prison, c'est avant tout, je crois, pour la gravité de ses infractions, mais aussi et surtout parce qu'elle est une influenceuse connue, reconnue et l'émoi qui a été fait autour de ces faits-là. Je crois que c'est aussi bien pour protéger ces jeunes, retrouver d'autres éventuels auteurs, mais aussi la protéger. Donc une personne dangereuse, madame Mansouri, je ne sais pas, je ne pense pas. Je la connais, d'avant, elle m'avait consulté pour la première agression Mmh. dont on a parlé. En tout cas, dangereuse peut-être pour elle-même en ce moment. En tout cas, j'espère aussi que cette période en prison qu'on espère la plus brève sera, nécessaire pour se reconstruire parce qu'il y aura un avant et un après, ces faits-là, c'est une évidence. Vous reconnaissez la gravité des faits, comme elle l'a fait d'ailleurs devant les enquêteurs. Comment expliquer ce qu'elle dit: «J'ai pété les plombs»? Comment expliquer qu'à un moment, elle se sente assez puissante pour mettre à genoux ces 2 jeunes hommes, nus, leur demander des excuses, filmer tout ça, le mettre sur les réseaux? Comment vous l'expliquez? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est le résultante de multiples agressions. On en a parlé, il y a déjà eu une plainte, mais il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées devant son domicile et elle a pris peur. Madame Mansouri est quelqu'un qui a des enfants et quand on explique que ces jeunes sont venus avec des cocktails Molotov qu'on a retrouvés sur la scène pour incendier son véhicule, c'est chez elle Mmh. et c'est donc chez ses enfants. Mais quand on a peur, et c'est pas vous qui allez dire l'inverse, on appelle la police. C'est une évidence. Maintenant, si vous voulez, elle a vu là une forme d'opportunité d'enfin trouver les personnes qui la harcèlent et qui la violentent depuis des mois slash des années. Donc, elle est rentrée dans une espèce de folie un petit peu violente pour retrouver non pas ces deux jeunes au final, mais les commanditaires, à savoir ceux qui sont le support de ce harcèlement depuis maintenant plusieurs mois. Maintenant, l'expliquer une nouvelle fois, il va y avoir des expertises psychiatriques, des expertises psychologiques. Il y a aussi effectivement, et c'est peut-être le sujet aujourd'hui, son statut d'influenceuse. En quoi son statut d'influenceuse, Justine en a parlé, le fait qu'elle se nomme huitième merveille pourrait être, avoir une conséquence sur les faits qui ont été commis. On va prendre un peu de recul, par rapport à cette affaire, mais effectivement, quand on s'appelle Huitième merveille et comme plein d'autres ont des noms pour, montrer leur toute-puissance, leur notoriété, est-ce qu'à un moment, psychologiquement, ces influenceurs sont fragiles, dérapent et se croient tout-puissants? Alors vous l'avez dit, j'ai une petite particularité, c'est que je défends beaucoup Oui. d'influenceurs.
Je les ai vus au début, je les vois maintenant même progresser et parfois, même, régresser pour certains. Pour la plupart, ce sont des jeunes qui n'avaient pas accès à ce genre de médiatisation, à ce genre d'argent, parce que c'est ça aussi, et qui sont parfois dans une forme de toute-puissance. Mais vous avez aussi des gens qui sont parfaitement mal encadrés. On l'a vu au niveau financier, il y a le gouvernement qui a fait une loi notamment Mmh. pour les encadrer, mais ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité, par exemple. Voyez-vous, ces jeunes et ces influenceurs ont pour habitude de filmer leur quotidien. Ils filment notamment ce qu'ils gagnent, ils filment leurs adresses, ils filment qui ils fréquentent. Et ils sont devenus pour d'autres criminels, pour des gens qui parfois ont des intentions mal intentionnées, des cibles importantes. Donc si vous voulez, il y a deux choses. Il y a dans un premier temps ces influenceurs qui, effectivement, parviennent à des situations qu'ils n'auraient pas pu espérer et qui parfois prennent la grosse tête et qui parfois se croient au-delà des lois et qui parfois même vont à l'étranger, on a beaucoup parlé de Oui. Dubaï, en pensant qu'ils sont au-dessus des lois. Et vous avez dans le même temps des personnes qui se rendent compte, non pas qu'ils sont au-dessus des lois, mais qu'au contraire, ils sont des cibles prioritaires. Donc vous avez cette dichotomie qui est très difficile pour eux de comprendre. On a l'impression d'être sur un territoire sans foi ni loi, où finalement règne le plus puissant, règne, celui qui a le plus de notoriété, règne celui qui va être le plus dur, le plus violent. Tout à fait. Après, Madame Mansouri, par exemple, comme l'a dit Justine, c'est une micro-influenceuse. 80 000 80 000 followers, c'est pas énorme. Mais pour ces gens qui ont des millions et des millions et des millions d'abonnés, c'est tous les jours des centaines, voire des milliers de messages d'adoration, des centaines, voire des milliers de messages d'insultes et de menaces. Et vous avez une forme de guerre de l'influence, comme vous l'avez sous-entendu. Si vous voulez, déjà, on est dans une période qui est moins faste pour les influenceurs. Il y a une restructuration du marché avec, si vous voulez, des gens qui gagnent moins d'argent et qui donc doivent en faire de plus en plus. Et en faire de plus en plus, ça peut passer par du contenu de plus en plus choc. Maintenant, en ce qui concerne par exemple Madame Mansouri, je sais que la juge d'instruction et que l'enquête va essayer de déterminer s'il n'y avait pas par exemple une volonté de médiatiser ces violences-là pour en faire de la publicité. Madame Mansouri a tout de suite dit non, il faudra le démontrer, mais si vous voulez, la question se pose. Est-ce que vous, avec le regard que vous avez sur différents influenceurs, vous avez le sentiment que véritablement on est dans un engrenage? En vous écoutant, c'est l'idée qui me vient, c'est-à-dire de personnes qui vont toujours plus loin parce qu'il faut plus d'argent, parce qu'il faut plus de notoriété, il faut plus d'abonnés et du coup, bah, on franchit des paliers les uns derrière les autres à vitesse grand V. Ce que je remarque, c'est, pour la plupart, une forme de déconnexion, de plus en plus grande avec, le monde, on dirait qu'on pourrait considérer comme commun. Ce que je remarque aussi, c'est pour la plupart, et ça c'est important je crois, une forme de désespoir face à la justice qui ne les entend pas. Quand je dis cela, par exemple, on peut parler d'un influenceur qui s'appelle Aquababe, qui a des millions et des millions de followers, qui s'est fait braquer à son domicile avec, des personnes armées. Il va le dire à la police, il fait une médiatisation autour de ça. Ça fait des mois qu'on n'a aucune nouvelle et donc ce jeune homme-là, qui a une vingtaine d'années, se dit: «Mais qu'est-ce que fait la justice pour moi?» Et dans le même temps, vous avez d'autres influenceurs qui peuvent commettre des choses de plus en plus graves. Vous parlez de Madame Mansouri, mais il y a d'autres dossiers avec, d'autres faits qui sont parfois même encore plus graves, qui, si vous voulez, se disent qu'effectivement, il y a là, une possibilité de médiatisation et donc une possibilité de singularité du profil. Il y a une possibilité, ou c'est totalement utopique, de réguler tout ça, d'organiser tout ça un peu mieux, ou c'est le jeu des réseaux sociaux et de la notoriété qui fait qu'on ne peut pas y faire grand-chose? Si vous voulez, ça part pas de rien. Déjà, les influenceurs français, ils ont par exemple en exemple ces influenceurs américains qui sont, surpuissants aux États-Unis. Et ils ont parfois cette volonté même inconsciente, d'en arriver à ces niveaux-là. Donc réguler le monde de l'influence, on a essayé de le faire financièrement, je ne suis pas sûr que ce soit une grande réussite. On a essayé de le faire au niveau de la justice, mais je crois que ces sujets sont mal compris, tant pour les acteurs que pour, la justice de manière générale. Merci beaucoup maître, merci, d'être venu nous voir. Merci Justine, évidemment, Affaires suivantes. Le podcast inédit, c'est à retrouver, sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.